Bonsoir à tous, bienvenue à cette 4e édition spéciale de Studio Lacan consacrée à la guerre en Ukraine. Nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous Alexandre Zumpf. Bonsoir Alexandre, vous êtes historien, spécialiste de la Russie soviétique et de l'histoire politique et culturelle de la Russie et de la Russie soviétique, et vous avez fait paraître un dernier ouvrage en 2022 qui s'intitule The Broken Years et qui traite de la question des vétérans et des invalides de guerre entre 1904 et 1921, je crois. Mais si on vous a invité ce soir à discuter avec nous, c'est plutôt pour se déplacer sur le conflit actuel en Ukraine, et nous avons pensé parler avec vous de la politique guerrière de Poutine, ce qui finalement nous ramènera peut-être à parler du siècle précédent. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Bonjour Alexandre Zumpf, vous êtes historien de la Russie soviétique. Quel regard porte l'historien de cette Russie-là, soviétique, sur la Russie en guerre de Poutine aujourd'hui? Quelle continuité, quelle rupture? La continuité, c'est un État qui s'est militarisé, qui a vécu au travers de sa puissance militaire jusqu'en 1991 et qui a récupéré la Russie, a été l'héritier unique, notamment de tout l'arsenal nucléaire. Donc ça, c'est le premier héritage. Et c'est un arsenal qui a continué d'être développé puisque les différents traités ont été certes renouvelés, mais il y a eu de nouvelles armes, notamment des micro-missiles qui se sont développés hors traité. Deuxièmement, la continuité, c'est celle du président lui-même, puisqu'il a été formé à la soviétique, comme tous ceux qui l'entourent. Et puis, c'est un ancien agent du KGB et ensuite du FSB. La dernière continuité, c'est on l'a peut-être oublié, puisque c'était il y a plus de 20 ans, mais il est entré en politique avec une guerre qu'on pourrait appeler civile, une guerre à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie, qui était la première guerre de Tchétchénie. Il en a redéclenché une seconde quelques années plus tard. Donc c'est une continuité de politique, une continuité aussi par rapport à l'exaltation d'un mythe très fort, de ce qui a peut-être créé finalement la citoyenneté soviétique, plus encore que la révolution d'octobre, plus que les réformes sociales et politiques très importantes. C'est la victoire contre le nazisme, et qui aujourd'hui encore est célébré chaque 9 mai, puisque en Russie c'est le 9 mai, et qui est réactivé en permanence par Poutine depuis plusieurs années, et y compris au début de ce conflit. Oui, en parlant de la dénazification de l'Ukraine, donc un usage très particulier de l'histoire. Oui, tout grand État a vocation à écrire une histoire officielle et à la réécrire au cours même de l'histoire quand elle se produit. Et Poutine, de ce point de vue-là, ne déroge pas à la règle, sauf que la différence, c'est qu'au lieu de se contenter d'inaugurer quelques mémoriaux, de donner des discours qui sont écrits par ses plumes, il a décidé de publier lui-même des articles, et il a décidé aussi de publier, de se revendiquer lui-même comme étant un fils et un petit-fils de vétérans de la Seconde Guerre mondiale, en participant à cette marche annuelle du 9 mai qui s'appelle le Bataillon des Immortels, qui est une démarche au départ spontanée, provinciale, qui a commencé à avoir du succès et qui du coup ensuite a été récupérée par le pouvoir, et on a vu Vladimir Poutine
manifester, défiler dans les rues avec les portraits de ses ancêtres, disant nous sommes les enfants de cette génération à qui nous devons tout, au sacrifice, et nous devons continuer à honorer leur sacrifice. Et donc la dénazification, oui, évidemment, l'Ukraine a été le lieu de batailles terribles. Il y a eu un mouvement, le mouvement de Stepan Bandera, qui effectivement au départ a collaboré avec les nazis, avec l'occupant militaire nazi, mais avec son propre agenda, qui était un agenda nationaliste ukrainien, qui a conduit à des massacres de villages polonais et de juifs, ceux qui avaient échappé aux Einsatzgruppen au début de la guerre. Il faut savoir qu'il y avait aussi une armée de libération nationale polonaise qui elle-même massacrait également des juifs, parce que c'est assez à la mode dans cette région-là, et puis aussi massacrait des Ukrainiens, et qu'il y avait aussi des Ukrainiens nationalistes qui n'étaient pas partisans des nazis et qui ont fait partie de la guérilla anti-occupant. Et tout ceci s'est affronté tant que l'occupant était là et a continué à s'affronter jusque très tard dans les années 40, une fois que l'armée rouge a reconquis ce territoire. Donc, ce que fait Poutine, c'est qu'il simplifie une histoire extrêmement complexe, une histoire d'un pays qui a vu de nombreuses fois sa population mélangée, bouleversée, avec beaucoup de déportations, notamment lors de la collectivisation forcée de l'agriculture, avec une russification, un remplacement par certains Russes de certains Ukrainiens, mais aussi un remplacement des Ukrainiens de l'Ouest par des Ukrainiens de l'Est. Donc, dans cette idée, très 20e siècle, que l'homogénéité ethnique est une garantie de stabilité étatique et de sécurité territoriale. Donc tout ça est très calculé, il y a une pensée derrière tout ça. Est-ce que vous direz que, puisque vous parlez de Poutine, est-ce que vous direz qu'il est lucide ou est-ce qu'il s'agit d'une folie ? Ah, c'est difficile à savoir. Je pense qu'il y a une logique. Il est dans une forme de logique. Après, est-ce que c'est une logique folle ou est-ce que c'est une logique lucide ? C'est assez complexe. Moi, je peux pas en juger. Tout le monde dit qu'il a été isolé, qu'il ne sait pas où il est. Je trouve que l'explication psychologique, elle a toujours son importance. Moi, j'essaie toujours de me mettre quand j'écris mes livres, de me mettre dans la peau de mes personnages. Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser à ce moment-là ? On ne peut pas savoir ce qu'ils pensaient, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient penser ? Et ce qui est certain, c'est que Poutine, quand on écoute son discours, la première partie du discours du 24 février, prononcé à 3h30 du matin, eh bien, il retrace une histoire qui est une histoire avec laquelle, d'une certaine manière, on peut ne pas être en désaccord. Pourquoi est-ce que l'OTAN est allé bombarder Belgrade ? Pourquoi est-ce que les États-Unis sont intervenus en Irak ? Oui, les États-Unis sont sans doute un empire du mensonge, et donc tout ceci, il l'agrège pour ensuite justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. Donc il fait preuve tout de même d'une certaine logique. Donc il n'y a pas un révisionnisme dans ce discours-là. C'est-à-dire ? Il n'y a pas une réécriture de l'histoire dans ce qu'il dit. Si, il y a une réécriture de l'histoire, ou plutôt son interprétation de l'histoire lui sert à justifier son action au présent. Donc, de toute façon, l'histoire, il n'y a pas de vérité historique. On écrit toujours une histoire à partir de notre présent. Donc, lui, son présent, c'est d'être dans ce passé-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc il entretient un certain rapport à l'histoire. Il se présente comme héritier d'une certaine histoire et comme historien de cette histoire dont il est l'héritier. Et maintenant, il est historien avec des personnes proches de lui, notamment Medinsky, qui a été ministre de la Culture, qui aujourd'hui est chargé des pseudo-négociations avec les Ukrainiens, avec aussi son confesseur personnel qui a organisé de grandes expositions historiques sur la place du Manège, donc juste à côté du Kremlin. Donc il y a eu un réinvestissement de l'histoire dans une sorte de continuité impériale, de continuité étatique, avec ce mythe de la grande puissance, un mythe auquel la Russie n'a pas renoncé, mais un mythe auquel la France n'a pas renoncé, alors que franchement, entre nous, la France n'est plus une grande puissance. Mais elle continue à jouer comme si elle l'était. Et comme la Russie, elle a un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, mais ce sont des grandes puissances du 19e siècle qui se sont combattues au 20e siècle, et le logiciel de Poutine, il est daté du 20e siècle, ça c'est sûr. Donc il y a une profonde nostalgie qui anime le rapport entretenu au temps, même au temps présent. Une inscription dans le temps présent qui est marquée par une nostalgie. Mais je dirais surtout une mémoire sélective, puisque Lénine aujourd'hui en Russie, pour les poutiniens, est considéré comme un agent allemand, juif évidemment, qui a été payé par l'Allemagne pour tuer les Russes, créer la guerre civile, créer les famines, créer le stalinisme, etc. Mais d'un autre côté, Staline, lui, même s'il est géorgien, c'est le bon communiste. Si vous voulez, il y avait le mauvais bolchevique et le bon communiste.
Et le bon communiste, c'est celui qui a restauré, qui a réussi à faire passer d'un coup la Russie URSS d'une puissance en développement à une grande puissance économique, industrielle et surtout militaire et géopolitique. Et il y a aujourd'hui un discours qui, notamment, légitime de plus en plus les purges, la grande terreur stalinienne. C'était la chose à faire dans ces circonstances-là. Le pays était sous la menace. Et donc, il y a la réactivation permanente, et ça s'entend dans le discours même de certains de mes amis, l'idée qu'il y a toujours un complot mondial contre la Russie. Que ce soit un complot franc-maçon, un complot juif, un complot américain, un complot capitaliste, un complot jaune, un complot musulman, de toute façon, il y a apparemment, selon certains Russes, l'idée que la Russie est trop belle pour être vraie et que quelqu'un est forcément déterminé à la détruire. Et donc, puisque on va être détruit, eh bien, il faut mieux... La meilleure défense, c'est l'attaque. Et à ce moment-là, eh bien, on attaque là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est l'Ukraine, c'est le point faible du dispositif qui est imaginé comme ce dispositif offensif contre la Russie de Poutine. Alors je vais revenir en arrière, vous avez parlé de dénazification. Oui. Ma question serait au niveau de la terminologie, parce qu'on a donc cette prétention de dénazifier Poutine a cette prétention. Oui. Poutine qui a cette prétention de dénazifier l'Ukraine, et par contre nous avons Zelensky qui a parlé à la Knesset, devant le Parlement israélien, de la solution finale comme ce que subit l'Ukraine aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage de ces termes ? Moi, je suis, en tant qu'historien, évidemment, très hostile, parce que c'est un mélange total des genres. Il y a des crimes de guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a une volonté de solution finale contre le peuple ukrainien ? Je ne crois pas, parce qu'à ce moment-là, il y a des armes beaucoup plus pratiques que envoyer des petits soldats de 20 ans qui savent à peine se battre. De même... les Ukrainiens, eux, alors il se trouve que Zelensky fait partie de la communauté juive, je ne sais pas s'il est très pratiquant, mais d'Ukraine, qui est qui existe, même si elle est évidemment beaucoup plus mince que celle qui existait au début du XXe siècle. Mais les Ukrainiens eux-mêmes, pour eux, l'événement important du XXe siècle, c'est pas le massacre des Juifs d'Ukraine, c'est pas Babi Yar, c'est ce qu'ils appellent le Holodomor, c'est-à-dire la famine en Ukraine. Et eux, ils estiment que c'est un génocide. Moi, je pense que ce n'est pas un génocide. Et j'ai un argument qui est peut-être un argument simple, mais je pense que dans ces cas-là, il faut être assez clair. Si Staline avait vraiment voulu une solution finale au peuple ukrainien, il en avait tout à fait les moyens. Et il aurait pu le faire sans aucun problème et même avec une résistance, ça l'aurait arrangé à la rigueur. En revanche, qu'il ait cherché à punir le peuple ukrainien et à sécuriser la frontière, à créer ce que ma collègue Sabine Dulin appelle la frontière épaisse, ça c'est indéniable. Donc l'utilisation, Zelensky est assez habile, et je pense que il a prouvé qu'il était le bonhomme à la bonne place. C'est un acteur, donc il sait faire ses effets, et c'est très bien finalement que ce soit un acteur et pas... il est sans doute meilleur à ce poste-là que l'aurait été Poroshenko, qui était un oligarque vendeur de chocolat, très compromis, etc. Concernant la dénazification, c'est assez étonnant parce que l'un des soutiens principaux de Poutine, c'est un sorte de gang de motards, des Hells Angels semi-nazis, néo-nazis, qui font régner la terreur en province. Et il y a beaucoup plus de néo-nazis en Russie qu'il n'y en a en Ukraine. Je veux dire, et même proportionnellement. Et il y a des crimes raciaux tous les jours en Russie. Et c'est pas le cas en Ukraine. Voilà. Donc déjà, de ce point de vue-là, il y a quand même un usage assez inconsidéré de la part de Poutine d'une rhétorique du nazisme qui ne regarde pas ce qui se passe dans son propre pays. Et puis du côté de Zelensky, il n'en a pas parlé dans d'autres pays qu'à la Knesset. Il savait que ça allait faire écho, sans doute. Il est sûr que la tragédie de Mariupol, qui est encore très méconnue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore établir de bilan, mais la destruction de cette ville-là, la destruction de la ville de Kharkiv sont des opérations de guerre totale. Et cette guerre totale, on peut dire, ce que je disais à mes étudiants encore la semaine dernière, c'est que malheureusement Poutine n'a pas gagné sa guerre éclair comme il le pensait. Malheureusement pour les Ukrainiens, parce que du coup, leur victoire va leur coûter très cher. Il ne fait pas...
il est peu probable que Poutine réussisse à envahir toute l'Ukraine et à la soumettre comme il l'entendait, mais ça va être une victoire très douloureuse pour les Ukrainiens et au prix de la destruction peut-être de grandes villes autres que Kharkiv et Mariupol. Oui, dans un entretien donné au journal belge Le Soir, Alexandre Adler disait que cette campagne des Russes en Ukraine s'apparentait à la campagne napoléonienne de Russie, et donc il parlait d'un désastre rapide et considérable pour les Russes. Vous rejoindriez cette analyse ? Alors rapide, je ne suis pas sûr. Moi, je pense plutôt alors là pour le coup, à l'attitude du gouvernement nazi à partir de 1943, à partir de la défaite de Stalingrad. Il y a un fameux discours de Goebbels, alors j'ai oublié exactement la date, je crois que c'est en avril ou en mai 1943, à Berlin, où il demande de manière totalement exaltée, hors de lui, est-ce que vous voulez la guerre totale ? Et toute la salle qui crie d'un seul cri, oui, nous voulons la guerre totale. Et qu'est-ce que c'est que la guerre totale ? C'est une guerre d'annihilation, y compris de soi-même. C'est-à-dire, puisque la défaite semble se profiler, eh bien cette défaite, elle va coûter très cher. Et on se battra jusqu'au bout. Et ça explique le Volkssturm, le fait qu'on ait mobilisé en 44-45 de jeunes adolescents, des vieillards, pour essayer de défendre Berlin. Et l'idée, c'est que, on laissera derrière nous des ruines. Justement, Alexandre Adler, dans cet entretien, évoquait finalement une opération, une guerre qui était l'équivalent d'un suicide politique, voire même un suicide personnel. Vous rejoindriez alors peut-être cette perspective-là quand vous évoquez cette manière jusqu'au boutiste de considérer que si tout est perdu, alors c'est juste que, y compris avec soi-même. Oui, mais il y a une grande différence, c'est que la Russie est une puissance nucléaire. Et que donc l'Allemagne a pu s'effondrer en 1945, mais on était encore dans une guerre conventionnelle. Aujourd'hui, on voit bien l'utilisation qui est faite de la menace nucléaire par Poutine. Ensuite, est-ce que c'est un suicide personnel ? Est-ce qu'il y aura une conjuration anti-Poutine ? Moi, je ne suis pas kremlinologue, et je ne suis pas Madame Irma, donc je ne peux pas vous le dire. Ça me semble pour l'instant peu probable, parce que ça fait des années qu'on se demande comment est-ce qu'on va changer. Et que Poutine apparaît comme le point d'équilibre. Alors est-ce qu'il s'agit, comme le pensent pas mal de kremlinologues justement, toujours un peu dans la théorie du complot, d'une opération qui viserait à consolider son pouvoir ? Je crois qu'il n'a pas besoin véritablement de ça. Il est extrêmement riche, il a distribué de l'argent à tout le monde, des postes à tous ceux qui comptent. Il s'agit... c'est difficile de comprendre pourquoi... Alors quel est le motif alors ? Quel est son motif ? Moi, jusqu'à la déclaration l'entrée en guerre, je n'y croyais pas, je pensais à un bluff, je ne comprends pas le motif. Enfin, disons que si on admet maintenant que ça devait être une guerre rapide qui renversait Zelensky, quitte à le faire passer en procès ou à l'exécuter, et qui instaurait un gouvernement fantoche, comme les soviétiques avaient essayé de le faire en Afghanistan. Bon, là c'était un peu différent, ils avaient soutenu un gouvernement communiste qui avait fait une révolution. Ça pouvait fonctionner. Et je pense que là où il a vraiment sous-estimé deux choses fondamentalement. Un, la faiblesse militaire de l'armée russe, et sa faiblesse notamment en termes de tactiques appliquées, c'est-à-dire les tactiques de terrain. Les grandes stratégies, c'est beau, c'est des beaux plans, mais des tactiques appliquées, de coordination de plusieurs attaques sur plusieurs fronts. Et deuxièmement, il a sous-estimé le rôle de la guerre du Donbass. Ce dont on commence à se rendre compte aujourd'hui, c'est qu'un grand nombre de civils, finalement, ont passé quelques semaines, quelques mois, parfois plusieurs années sur le front du Donbass. Et c'est ces civils qui ont une expérience de guerre aujourd'hui. Et que, si vous voulez, si vous et moi on allait aujourd'hui en Ukraine, le temps qu'on soit entraîné, peut-être qu'on ne servirait à rien, et c'est pas nous qui allons faire cette guerre-là. Mais le fait qu'il y ait toute une génération finalement assez jeune, convaincue d'être ukrainienne et convaincue de savoir enfin ce que c'est qu'être ukrainien, qui sait se servir d'une arme, ça c'est quelque chose que personne n'avait vu, même en Ukraine je crois, et que les conseillers militaires de Poutine n'avaient manifestement pas vu. Et on a vu notamment dans les petites villes qui résistent, et aussi à Mariupol, on parle toujours du bataillon Azov, de ces néo-nazis, etc. Oui. Mais il n'y a pas qu'eux. S'il n'y avait qu'eux, ils auraient été balayés depuis longtemps. C'est vrai qu'eux, ils tiennent jusqu'au bout. Mais il faut plus que ça pour tenir une ville de cette ampleur-là. Et donc, il y a une véritable milice populaire
Et c'est pas si souvent le cas. C'est pas si souvent le cas dans l'histoire nationale. Et rappelez-vous par exemple, la combativité de la résistance française a mis très longtemps. Il a fallu beaucoup d'entraînement, beaucoup de livraisons d'armes par parachutage pour que ces jeunes qui s'étaient réfugiés pour éviter essentiellement le STO dans les maquis français, eh bien, deviennent autre chose que des petites unités qui pouvaient harceler des éléments isolés de la Wehrmacht et plutôt des unités combattantes. Hein. Donc il y a eu quand même une erreur de calcul de sa part. Il y a eu, en tout cas, là, l'histoire récente l'a montré. Il y a eu une erreur de calcul, une sous-estimation. S'il y avait un calcul, il y avait une erreur. Non, il y avait forcément un calcul parce que c'est pas parce que c'est des Russes et que soi-disant il y a une âme russe à laquelle je ne crois pas, qui sont irrationnels. Non, je pense qu'ils étaient convaincus de gagner ces guerres rapidement. Simplement, ils avaient des mauvais renseignements militaires. Et puis ils étaient aussi intoxiqués par leur propre propagande, qui est de dire il n'y a pas de peuple ukrainien, il n'y a pas d'État ukrainien. L'État ukrainien a été inventé par Lénine, soi-disant, on l'a appris, et il n'y a pas de peuple ukrainien, nous sommes un seul peuple. Et bien justement, en quelque sorte comme au poker, il a payé pour voir et il n'a pas remporté la mise sur le tapis. Vous risquerez à une prophétie ? Comment est-ce que ça va tourner ? Non, impossible. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui vont payer, comme d'habitude, ce sera les populations. Déborah l'a dit, moi j'ai beaucoup travaillé sur les invalides de guerre de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile. D'autres collègues ont travaillé sur les vétérans d'Afghanistan, les vétérans des guerres de Tchétchénie ou les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et une constante de l'État russe, quel que soit le régime, c'est que ces vétérans, contrairement à ce qui s'est passé en France après la Première Guerre mondiale, n'ont jamais le droit de citer. Leur sacrifice est toujours considéré comme inutile et ce sont toujours les derniers des marginaux, les plus pourchassés, y compris pendant la Grande Terreur stalinienne. Ils ont très peu d'assistance sociale, on les retrouve à mendier dans le métro. Et donc c'est une nouvelle génération du feu, une nouvelle génération sacrifiée. On parle des morts, mais pensons surtout aux blessés, pensons à tous ces jeunes qui sont envoyés. Et il y a une constante de l'armée russe, c'est que le matériel humain ne coûte rien. Hein. On envoie et on voit ce que ça donne, et peu importe les pertes. Et ça, c'est tout à fait dans les pratiques de Poutine. Rappelez-vous la prise d'otage de l'école de Beslan. Il y a quand même une centaine d'enfants qui sont morts. Enfin, quel dirigeant accepterait un tel rapport entre tuer, assassiner 10 terroristes et tuer 100 de ses propres enfants ? Personne, sauf Poutine, ou sauf Bachar el-Assad. Justement, ce que vous abordez de la dimension criminelle de Poutine a été abordé par le professeur Hamon qui évoquait le rapport à la langue de Poutine et qui disait que même dans la langue et dans la manière de l'utiliser, il y avait quelque chose de profondément mafieux. Il évoquait du coup une distinction à la fin en disant voilà, il ne faut pas se tromper de langue. Il y a la langue paranoïaque, il y a la langue mafieuse et c'est pas la même chose d'avoir affaire à quelqu'un qui finalement fréquente plus la mafia que de le loger dans une catégorie diagnostique, puisque finalement cette catégorie, vous évoquiez qu'elle n'avait pas grand sens pour vous en tant qu'historien en tout cas. Cette question de la mafia ou de l'appartenance au crime organisé, vous évoquiez les Hells Angels tout à l'heure, est-ce que ça vous parle davantage ? Moi je crois pas qu'il fasse partie, non au contraire, il a été mis en place. Je ne sais pas exactement sur quel terme il appuie son analyse, mais il a été justement mis en place Poutine pour faire le ménage. Hein. Son discours politique, c'était on va mettre fin à la gabegie et les oligarques maintenant, soit ils se rangent du côté du Kremlin, soit comme Boris Berezovsky, ou même dans une certaine mesure Roman Abramovich, il faut qu'ils dégagent et aller à Londres et voilà. C'est une oligarchie et une kleptocratie. C'est-à-dire qu'il a retourné à son profit le système oligarchique qui s'est substitué au système soviétique, qui n'était pas du tout, faut pas se l'imaginer comme étant un lieu de pureté. À la fin de l'époque Brejnev, il y avait des systèmes de corruption, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Chine, c'était la même chose à l'époque de Brejnev. C'était 50 000 roubles pour être chef de kolkhoz, vous pouviez nommer toute votre famille au poste de responsable, et ainsi de suite. Il y avait à chaque niveau territorial ce qu'on appelle en russe un krish, c'est-à-dire un toit, un système de ruissellement à l'intérieur d'un réseau clientéliste et ou népotique. Voilà. Donc il est issu de cette culture. C'est cette culture-là, mais c'est pas la mafia. La mafia a en plus
la violence criminelle, les assassinats, etc. Et lui, alors évidemment, on pourrait dire, oui, il est agent du FSB, mais enfin bon, c'était pas quelqu'un qui était envoyé empoisonner il était je crois un agent de niveau intermédiaire qui s'assurait en gros de la coordination, je crois, entre le SED et le... Enfin, dans la langue, ça donnait des exemples comme aller buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes, etc. Oui, alors de temps en temps, effectivement, mais encore une fois, moi je n'aime pas trop quand on... Comment dire ? Je trouve que ça empêche l'analyse quand on pointe toujours chez l'adversaire ses excès au lieu de constater, d'analyser ce qu'il dit le plus souvent. Et moi je trouve qu'il a un discours très rationnel. Quand il est invité à Brégançon et que Macron, qui toujours se la joue un petit peu, dit oui, il y a quand même un problème de démocratie chez vous, on ne peut pas manifester. Et que Poutine lui répond ah oui, les gilets jaunes, et qui lui cite les chiffres, combien de mains arrachées, combien d'œufs arrachés. Alors, cela dit, Macron a bien répondu en disant oui, mais chez nous, au moins, ils ont le droit de manifester, et bon, là, ce sont des erreurs, etc. Il n'empêche que, vous voyez, vous avez une préparation, vous avez, au contraire, un système relativement logique. Donc, de temps en temps, il dit, il va dans un registre ordurier, mais au contraire, Poutine, il a une manière de parler assez effrayante parce qu'elle est très douce. D'abord, il a une voix un peu de fausset, et au contraire, il parle de manière très posée, très très endormante, et justement, on voit bien ça dans son allocution de 50 minutes du 24 février, ce n'est qu'à la fin que son visage commence à se durcir, et qu'il commence un petit peu à s'énerver. Mais ce n'est rien comparé à des excès d'anciens dirigeants de l'Union soviétique comme Khrouchtchev qui ne pourrait absolument pas se tenir. Ne parlons pas d'Eltsine, ce n'est pas du tout la même chose non plus que Gorbatchev qui lui avait beaucoup d'humour, donc qui était capable d'en jouer et avait un certain charisme. Donc c'est une rigidité qui transparaît dans la manière de... Est-ce que c'est du contrôle ? Est-ce que c'est de la rigidité ? Est-ce que c'est une manière... moi je ne sais pas, je ne suis pas son psy, je ne suis pas son confesseur. Mais vous dites que ce n'est pas mafieux, mais c'est quand même sur le bord de la loi, ou enfin c'est un petit peu hors la loi, ou beaucoup hors la loi. C'est mieux que ça, c'est que lui il fait la loi pour que la loi l'arrange. Et il suffit de regarder toutes les vidéos de l'équipe Navalny sur les prises illégales d'intérêt et le fait qu'il a des hommes de paille qui lui permettent d'avoir ses grandes propriétés, ses yachts, etc. Moi, je crois très, très fortement qu'il est effectivement le premier dirigeant de la Russie à s'être enrichi à ce point, ce que n'avait pas besoin de faire Staline, puisqu'il avait tout à disposition, et c'était pas ça qu'il faisait triper, il faut bien le dire. Poutine, et c'est peut-être ça aussi qui va le retenir, c'est que malgré tout, il a des intérêts matériels. Et il a des enfants, légitimes et illégitimes. On en connaît au moins 5. 2 légitimes et 3 illégitimes. Qu'est-ce qu'il va leur léguer ? Est-ce que ces enfants, du coup, seront privés de voyager ? Est-ce qu'ils seront privés du brillant avenir qui leur était promis en tant que fils d'eux et filles d'eux ? Peut-être que ça va le faire réfléchir, effectivement. Mais à partir du moment où vous avez un bien matériel et que vous voulez le défendre, vous êtes prisonnier de ce bien. Ce n'était pas du tout le cas des dirigeants soviétiques. Et de ce point de vue-là, leur bien matériel, c'était en quelque sorte l'URSS. Et puis c'était... voilà. Donc il y a une kleptocratie, c'est pas la mafia, c'est et puis surtout il y a pas de guerre entre les différentes familles de la mafia. Ou alors, si vous voulez, cette guerre elle est apaisée par le parrain central. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Poutine est soit l'arbitre, soit le point d'équilibre. Et de ce point de vue-là, il n'est pas dit que si Poutine était renversé, il n'est pas dit qu'on tomberait pas sur pire. Et regardons ce qui s'est passé en Irak, regardons ce qui s'est passé à chaque fois qu'on est intervenu. Est-ce que les populations, je ne parle pas de nous les Occidentaux qui sommes tranquilles ici, mais est-ce que les populations ont forcément gagné au champ ? Là, est-ce que ce ne serait pas justement une piste d'explication par rapport à la manière dont les Européens ont mis quand même longtemps à considérer... il y a eu un laisser-faire et une... très important de la part des Européens avec certes, mais complaisance là pour une fois, à l'égard de Poutine. Oui, une complaisance notamment quand on voit Gerhard Schröder, etc., ou François Fillon, ou d'autres, ou Berlusconi. Et en même temps, quand on est à ce niveau de pouvoir, à ce niveau d'intrication entre les intérêts privés et les intérêts personnels, quand on voit tous ces anciens présidents américains ou français qui prononcent des conférences, en une seule conférence, ils gagnent l'équivalent de 3 ans de mon salaire.
Voilà. La responsabilité de l'Europe, peut-être Mais c'est encore une fois, c'est croire que l'Europe pouvait faire quelque chose. Vous n'imaginez pas que pour Poutine, l'Europe, c'est rien. Ce n'est rien. Alors, lui, ses interlocuteurs, c'est la Chine et les États-Unis. L'Europe, c'est un petit pion qu'on fait jouer entre tout ça. Mais pour lui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que déjà, il n'y a pas une personne à qui parler. Alors heureusement, mais ça à l'époque, pas. Est-ce que ça n'existe pas? Ça n'existe pas justement parce que l'Europe ne fait pas le nécessaire. C'est par exemple par rapport aux accords de Minsk, le fait qu'ils n'ont pas été appliqués. Est-ce que c'est pas, c'est pas un signe de faiblesse qui est comme un tapis rouge pour lui? Oui, justement. Mais rappelez-vous aussi, alors je ne veux pas taper sur tous les anciens présidents, hein, mais rappelez-vous aussi quand Nicolas Sarkozy avait cru sauver la Géorgie, et il avait été l'un des nombreux roulés dans la farine. Et donc la mésaventure d'Emmanuel Macron, et je le plains, hein, revenant en France et disant ça y est, il va y avoir un cessez-le-feu, etc., et démenti par le 4e sous-sbire du porte-parole du Kremlin, non, Emmanuel Macron a pris ses rêves pour des réalités. Ça, c'est typiquement russe. Il ne faut pas croire. À la rigueur, il y avait Angela Merkel parce qu'elle est restée longtemps et parce qu'effectivement, les Russes de longue date considèrent que les Allemands sont la seule grande puissance, celle avec qui ils se sont alliés du point de vue économique et du point de vue scientifique historiquement depuis le XVIIIe, XIXe siècle, celle contre qui ils ont lutté pendant 2 guerres mondiales. Et la France et les autres pays européens ne sont pas des interlocuteurs dignes de Poutine. Voilà. Donc nous, on peut toujours battre nos coupes, et je pense que c'est bien. Et c'est bien qu'on prenne conscience de nos faiblesses, nous les Européens. Mais fondamentalement, je suis au regret de vous dire que ça n'aurait pas changé grand-chose. Bon, donc nous arrivons à la fin de cette édition spéciale de Studio Lacan. À bientôt.